Que vous soyez déjà passionné par l'astrologie ou simplement intrigué, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je reçois Jana Bojilova. Bonjour Jana. Bonjour Marie, bonjour à tous. Et comme convenu, eh bien, nous nous retrouvons pour la présentation de ta prochaine formation. Donc, tu commences là dimanche, je crois, la formation niveau 1. Et là, eh bien, il s'agit de présenter la formation niveau 2 qui va démarrer début novembre et une formation qui est accessible aux gens qui ont déjà fait le niveau 1, mais pas seulement. Elle est aussi accessible aux gens qui ont déjà des bases ou peut-être pas de base. Enfin, tu vas nous expliquer ça, à qui elle s'adresse cette formation. Voilà, je te laisse la parole pour nous en dire plus. Oui, merci Marie. En effet, ce dimanche 7 septembre va commencer la nouvelle session de cours avec le nouveau groupe d'initiation à l'astrologie des ancêtres que tu as déjà présenté, qu'on a déjà présenté toutes les deux la dernière fois sur ta chaîne et sur la mienne. Et puis, le 25 septembre commence l'autre formation que je propose cette année, qui est consacrée au ciel sidéral, aux constellations, à l'étude des étoiles fixes, des constellations et de l'étude de la carte natale en 3D. C'est-à-dire que c'est une étude de l'horoscope avec toutes les constellations du ciel, non seulement dans une tradition, mais dans plusieurs traditions ancestrales. Donc, c'est à nouveau un programme très riche que je propose. Ok, donc tu la démarres le 25 septembre parce que moi, en fait, j'ai reçu le programme et j'ai vu 3 novembre. C'est le 25. Alors, en fait, cette année, il y a une particularité dans la formation, c'est que je travaille en collaboration avec un autre astrologue qui est spécialisé dans l'astrologie védique, qui s'appelle Jordan Matelin, et qui va contribuer avec ses connaissances sur les nakshatras indiens pendant un court laps de temps. Il va rajouter une dizaine de cours au cursus principal et ce module supplémentaire va commencer en effet le 3 novembre. Donc je crois que c'est ça que tu as vu. J'ai mélangé les choses. Ok, Voilà. donc ça démarre le 25 septembre, le jour de mon anniversaire. Quel beau cadeau! Waouh! Oh, j'ai pas fait exprès. Tout simplement, j'ai fait une élection pour le début des cours, c'est que c'est une bonne date en fait. Si je l'ai choisi, c'est que c'est chouette comme date. Bah oui, je confirme. En tous les Voilà. cas, pour cette collaboration avec Jordan, je suis vraiment ravie parce que effectivement, approfondir les nakshatras, enfin faire ces passerelles entre ces deux astrologies qui utilisent toutes les deux le zodiaque sidéral, c'est vraiment extrêmement riche et très pertinent. Et moi, je suis vraiment ravie, ravie, ravie. Bon, j'ai déjà fait quelques vidéos avec Jordan et c'est génial. Oui, c'est vraiment un grand bonheur pour moi aussi, puisque je vais en profiter également. En effet, ces deux traditions, la tradition indienne et puis celle de la Mésopotamie, en fait, qui est la nôtre, ont en commun la connaissance sur les étoiles fixes. Donc, ce sont les étoiles fixes qui déterminent la signification des signes du zodiaque, la signification des constellations, etc. Et donc, il est très important de connaître non seulement les constellations et leur signification dans différentes civilisations. Notamment ici, nous allons comparer les significations des constellations dans la mythologie mésopotamienne, égyptienne et thraco-gréco-romaine. Voilà le pourtour de la Méditerranée.
est compris dans notre tradition, en fait. Ce qu'on a déjà fait d'ailleurs, enfin ce qu'on a déjà initié dans la formation premier niveau, parce que en fait, bon, c'est vrai que dans cette formation premier niveau, on a abordé les bases, et à chaque fois, tu nous fais visiter les différentes mythologies, les différents dieux. C'est déjà extrêmement riche, et on voit bien toutes les passerelles, et on voit bien combien quelque part l'astrologie c'est un langage universel, parce que en fait, ça se rejoint. Ils portent pas les mêmes noms. C'est pas tout à fait les mêmes histoires, mais dans la symbolique, on revient toujours dans les mêmes choses. Ça, c'est assez passionnant, hein? Ben, je vais vous le montrer en fait. J'ai préparé une carte pour vous montrer avec des images de quoi il s'agit, puisque nous allons travailler avec un logiciel très très intéressant qui s'appelle astramen.com, que j'ai déjà présenté à plusieurs reprises dans mes vidéos. Mais je vais vous montrer de quoi il s'agit véritablement, puisque le voir, ça, des fois, ça illustre mieux que les mots le propos. Donc voilà, nous sommes ici dans astramen.com, le logiciel que nous allons utiliser en cours. C'est un logiciel qui est gratuit, qui est en ligne, qui est accessible pour tout un chacun. Il est en anglais. Donc bon, il n'y a pas non plus énormément de vocabulaire à avoir pour s'en servir. Et C'est puis en assez plus de simple. ça, on peut le traduire en français, hein, parce qu'il y a des fonctions qui traduisent Il y automatiquement. a des manières, absolument, tout à fait. Et ici, vous voyez par exemple la sphère céleste vue de l'extérieur. On est à l'extérieur de la sphère céleste. Et si je zoome, je vais arriver à l'intérieur de la sphère céleste et je vais pouvoir me promener dedans pour étudier toutes les constellations. Nous voyons que par exemple, au jour d'aujourd'hui, là, en nous discutant avec toi, le Soleil se trouve dans la constellation du Lion à cet endroit précis Dans les pattes arrière et du lion, donc. dans les pattes arrière du lion, voilà. Nous pouvons obtenir ici les divisions différentes du zodiaque, les degrés particuliers, etc., les étoiles fixes, je vais vous montrer ça. Mais surtout, nous pouvons explorer le zodiaque de manière approfondie et dans toutes les traditions, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, nous pouvons travailler avec les constellations modernes. Nous pouvons travailler avec uniquement les constellations anciennes. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une constellation qui a disparu. Et puis, nous pouvons passer dans l'uranographie égyptienne Ah, et nous pouvons explorer les constellations telles qu'elles étaient représentées en Égypte. Donc ici, vous voyez par exemple le scarabée hein, qui est à la place du cancer moderne. Le lion reste le lion, mais en fait, il y a beaucoup de constellations qui vont changer d'apparence. Nous pouvons aussi, de la même façon, passer en astrologie, pardon, dans l'uranographie sumérienne. Et vous voyez ici, à nouveau, c'est différent. Pour cette portion du ciel, ça ne change pas énormément. Nous avons un crabe ici, nous avons un lion ici, mais pour d'autres constellations, ce sera le cas. Il y aura des différences. Donc, de cette façon-là, nous allons pouvoir explorer toute la sphère céleste avec les constellations principales, bien sûr, et nous allons étudier les étoiles fixes qui les composent. Ici, par exemple, si je clique sur cette petite étoile bleue qui se trouve là, qu'est-ce qui va s'afficher ici? Nous voyons que c'est Régulus, l'étoile Régulus, qui se trouve dans le Lion, avec ses coordonnées astronomiques, avec les deux planètes qui sont en lien avec sa nature. En fait, les énergies de chaque étoile fixe, elle est tellement puissante et se situe tellement à un niveau supérieur par rapport à nous, un niveau spirituellement supérieur, si tu veux, par rapport à la Terre, qu'il lui faut être transmise par deux planètes vers nous pour qu'on puisse assimiler cette énergie de cette façon. Et pour cette raison, toutes les étoiles fixes sont en lien avec deux planètes
Hmm. Et ces deux planètes qui la décrivent sont indiquées ici. Donc nous pouvons, grâce à ce logiciel, étudier toutes les étoiles. Voilà, je peux changer cliquer un petit peu partout et connaître les appartenances de chaque étoile à la constellation, les planètes qui la décrivent, etc. En fait, pourquoi il y a 12 constellations qui sont comprises dans le zodiaque? C'est tout simplement parce que la création du zodiaque est en lien avec les 12 lunaisons complètes Oui, qui se produisent entre deux équinoxes du printemps. C'est-à-dire que si nous comptons l'année astronomique entre un équinoxe du printemps et un autre, nous allons être témoins de 12 lunaisons complètes. Il y a une 13e qui se rajoute souvent, mais elle n'est jamais complète. De la même façon, nous avons donc 12 signes dans le zodiaque. Le chemin du soleil, l'écliptique, est divisé en 12, puisque chacune de ces portions est dédiée, disons, à une lunaison, symboliquement. Après, il est vrai que dans ces 12 portions, peuvent se superposer plusieurs constellations. hmm. Nous le voyons par exemple ici avec le signe astrologique du cancer qui est englobé dans cet espace-là entre les deux lignes rouges qui délimitent le signe, c'est-à-dire une douzième de tous les degrés de l'écliptique. Donc d'ici à ici, c'est le cancer, le signe du cancer. D'ici à ici, c'est le signe du lion, mais la constellation elle-même, vous voyez qu'elle ne correspond pas à ces limites. Le lion va enjamber ici la constellation, si tu veux, du lion, va enjamber dans le signe sidéral du cancer. Hmm. Et de cette façon, il y a beaucoup de constellations qui vont se trouver à cheval. Nous sommes ici dans une véritable vision en 3D, puisque un signe zodiacal n'aura pas des significations fixes sur toute sa longueur. Que vous soyez né au début, qu'au moment de votre naissance, votre soleil se trouve ici, au début du cancer ou à la fin du cancer, ce n'est pas du tout pareil. Hmm. Puisqu'ici, vous êtes en lien avec le crabe, avec ce qu'on voit en fait du crabe, l'image du crabe même, les étoiles fixes qui se projettent sur l'écliptique à cet endroit-là, puisque les étoiles fixes se trouvent ici proche du cancer, mais aussi plus loin. Par exemple, dans le cancer vont se superposer des étoiles de la constellation de l'Hydre qui est là, Hmm. qui se trouve sous l'écliptique. Donc, nous avons ces significations-là qui vont se rajouter aux significations du crabe. Mais en même temps, nous avons les significations de la gueule du lion qui vont se superposer. Hmm. Le travail astrologique devient vraiment multidimensionnel de cette façon-là. Nous sommes obligés de superposer les influences mais aussi de les hiérarchiser, de savoir laquelle sera la plus importante, la principale pour ne pas nous perdre. Hmm. Et pour le faire, il y a des règles qui nous proviennent de l'Antiquité, des textes astrologiques de l'Antiquité. Donc, c'est de cette façon-là complexe qu'on va aborder les signes astrologiques, avec toute cette richesse des constellations qui se rajoutent et qui influence une surface, en fait. Le signe astrologique devient une surface dans la sphère céleste et non pas juste une ligne comme ça sur l'écliptique qui Hmm. comprend uniquement une constellation. Et donc, du coup, Voilà. ça donne une finesse d'interprétation après, c'est-à-dire que quand on fait Mhm. des consultations avec une clientèle, ça permet vraiment, et notamment pour les prévisions, d'être vraiment extrêmement précis, concis. Oui. euh,
Oui, puisqu'en fait, il y a une véritable magie qui opère à ce niveau-là de la pratique astrologique. Nous allons premièrement remarquer que très souvent, les constellations et les images des constellations vont parler littéralement, presque comme dans le tarot, en fait, avec des images concrètes qui interfèrent dans notre vie. C'est extraordinaire. Ah ouais. Mais c'est vrai que dans le cadre des cours, à un moment donné, tu avais parlé d'un point précis dans la constellation des poissons. Et à cet endroit-là, moi, j'ai Jupiter. Et en fait, ça m'a parlé, mais très concrètement, de choses très précises de ma vie. Jupiter pourrait représenter aussi, et notamment en astrologie indienne, il représente l'image du père. Et là, moi, vraiment, je retrouvais l'image du père, quoi. En fait, mais comme tu le dis, là, c'était vraiment extrêmement parlant. Oui, Et il y a quelque chose d'immédiat en ouais, fait avec ouais. cette approche-là. En fait, dans l'astrologie antique, tous les astres, tous les corps célestes étaient considérés comme des divinités vivantes qui sont véritablement présentes là devant nos yeux sur la sphère céleste. Et on les considérait comme des dieux présents, on s'adressait à eux comme à des dieux présents, vivants. De nos jours, nous appellerons ceci des énergies ou encore des archétypes. Nous sommes en lien avec des archétypes profonds quand nous étudions le ciel de cette façon-là. Et ces archétypes sont contenus de différentes manières dans les images que nous voyons sur la sphère céleste. Soit nous les voyons dans des constellations entières, soit nous allons être en lien avec ces archétypes par le biais des étoiles fixes elles-mêmes, soit par le biais des planètes aussi, soit par le biais des fois de la combinaison entre eux. Parce que par exemple, je vous donne un exemple, si j'arrive à déplacer ici voilà. Si nous observons ici la constellation du Taureau, voilà, c'est un animal, donc nous allons tirer de cette image des significations qui sont proches de celles de l'animal. Nous allons par exemple avoir ici les pulsions animales dans l'être humain seront fortes, y compris les pulsions sexuelles, etc. Mm. De toute façon, partout où nous voyons des cornes dans le zodiaque, nous serons en présence de ces pulsions-là. Mais si nous avons une planète qui se trouve ici, entre les cornes de ce taureau, nous sommes ici en présence d'une autre divinité qui est Hathor. Mhm. Hathor en Égypte qui a entre ses cornes en fait a ce disque solaire. Je vais vous le montrer. Il y a pas, bon, dans cette image, nous n'avons pas le disque, mais c'est très facilement observable dans les sculptures, les images qui nous restent de l'Égypte. Nous savons que la déesse Hathor, en fait, était représentée comme ça, avec les cornes et entre les cornes un disque solaire. Donc, si vous avez le soleil ici, ou la lune ici, ou encore mieux, une pleine lune ici, Mm. vous êtes en lien avec l'archétype d'Hathor de la fertilité, etc. Donc de cette façon-là, l'image est modifiée. Et nous avons, grâce à ces images, nous avons des degrés sacrés dans le zodiaque qui sont sacrés bel et bien à cause de ces énergies archétypales qui sont encodées dedans. Mm. Nous avons des portions qui sont faciles ou heureuses, entre guillemets. Nous avons aussi des personnes, des personnes, nous avons aussi des portions Ouais. qui sont en lien avec d'autres archétypes, qui sont par exemple l'hydre. Vous voyez l'hydre qui est représenté ici, qui nous amène vers des significations plus sombres. Très souvent, par exemple, les significations plus sombres que nous allons trouver dans le zodiaque vont se trouver représentées par les constellations qui se trouvent en dessous de l'écliptique. Mm. Alors, comme ici, vous voyez que l'hydre se trouve en dessous de l'écliptique, plus vers la Terre, c'est symbolique aussi.
Mm. Alors qu'au-dessus de l'écliptique, nous aurons le lion qui est en lien avec le soleil et qui sera porteur de lumière. Et vous voyez que souvent, nous aurons les deux archétypes qui vont se superposer, chevaucher sur la même portion de l'écliptique. Mm. Et nous avons des méthodes pour déterminer lequel de ces archétypes sera présent dans la psyché humaine plus que l'autre. Et quelle est cette bataille ou ce conflit entre le bien et le mal, par exemple, que la personne va rencontrer dans sa vie? Mm. Quelle est la lumière qu'elle sera appelée à faire, à vivre en faisant face à l'adversité et face aux ténèbres, par exemple? Donc, ça nous décrit une portion de la vie, un thème de vie de la personne. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que le Soleil, lui, se trouve toujours sur cette écliptique, mais les autres planètes, en fait, elles peuvent varier, être plus en haut, plus en bas. Et c'est vrai que si elles sont plus en bas, elles sont plus Mhm. proches de la matérialité de la Terre. Si elles sont plus Oui. en haut, elles sont plus éthérées, plus proches du ciel, de l'infini. Voilà. Et donc, ça modifie presque leur densité, enfin, l'interprétation en lien avec une densité plus ou moins haute ou basse. Oui, nous avons en fait beaucoup, beaucoup de critères pour déterminer de quelle façon va s'exprimer une planète. En effet, si elle est en latitude nord, c'est-à-dire au-dessus de l'écliptique, elle aura des significations plus éthérées, alors que si elle est en latitude sud par rapport à l'écliptique, elle aura des significations plus matérielles, ce qui n'est pas toujours mauvais. Par exemple, si la Lune se trouve sous l'écliptique, cela donnera à la personne un sens beaucoup plus pratique dans sa vie. C'est une personne qui saura bien s'occuper des affaires quotidiennes, faire à manger, ranger la maison. Voilà, la fonction maternante sera beaucoup plus pratique. Et ce n'est pas mauvais. Dans le cas de la Lune, ce n'est pas mauvais. Si la Lune est au-dessus de l'écliptique, cela va nous donner quelqu'un qui est un peu plus détaché de la matière, qui aura un peu plus de mal à gérer les affaires quotidiennes, qui ne va pas se débrouiller aussi bien en cuisine, par exemple, ou ça lui sera un peu égal aussi. Ça peut arriver. D'où l'expression avoir la tête dans la lune. Bah, absolument, voilà. Donc tout cela est encodé dans l'horoscope, dans le ciel. Et ces informations-là nous sont accessibles grâce à l'étude de la sphère céleste en 3D. Hmm. Voilà, puisque nous allons non seulement ici sur l'écliptique, nous allons au-dessus, en dessous, et nous observons le tout en volume. Donc du coup, en fait, si vous êtes intéressé pour découvrir ce logiciel en ligne qui est gratuit, hein, je le rappelle, bah, vous pouvez déjà aller rentrer vos coordonnées de naissance pour voir ben, où se trouve votre lune, en haut, en Oui, bas, enfin d'aller regarder la position des planètes. C'est passionnant. et c'est complètement gratuit. C'est un logiciel qui est développé par un de mes professeurs, c'est pour ça que je le connais bien. C'est Monsieur Philippov qui est aussi un des directeurs de l'Université astrologique européenne, qui donne ses cours en ligne, où toutes les traditions se mélangent, se côtoient, s'enrichissent mutuellement. Donc, nous sommes vraiment dans une démarche de recherche en astrologie de cette façon-là, sans exclure l'astrologie tropicale, sans exclure quelques traditions que soit. Et là, dans ce sens, là, pour moi aussi et pour Jordan aussi, c'est un véritable bonheur de pouvoir échanger sur les nakshatras indiens pendant la formation parce que la tradition védique, elle est extrêmement riche, Hmm. utile quand il s'agit d'étudier les constellations. C'est vraiment génial. On va essayer de ne pas donner trop d'informations non plus. Jordan, il va juste nous introduire dans les notions des nakshatras.
On va essayer de créer des liens, des ponts entre les deux traditions, mais rien que sur les nakshatras, je crois qu'il est possible de faire une année entière de cours et sans que ce soit suffisant. C'est vraiment énorme. Mm. Voilà. Bah, en fait, dès qu'on entre dans ces dimensions-là, on est en lien avec la mythologie et la mythologie, elle est infinie en fait. Elle est infinie. Je tiens aussi à vous dire une autre chose importante pour la formation, c'est que nous allons commencer par l'étude des étoiles fixes, par la manière dont on les utilise. Et pour ça, nous allons nous baser sur la tradition d'Hermès, Mm. la tradition la plus ancienne, puisque les étoiles fixes, elles ont des significations qui ont été rajoutées au fur et à mesure du temps Mm. pour arriver à nos jours où, dans l'astrologie moderne, beaucoup de significations ont été rajoutées de manière un peu arbitraire. Et très souvent, vous pouvez tomber sur des contradictions dans les significations. Très souvent aussi, vous allez tomber sur des choses très négatives les concernant, les étoiles fixes. Vous allez par exemple lire que l'étoile Aldébaran du taureau, elle porte malheur et ceci et cela. Or, dans la tradition vraiment antique, il n'en est rien. Aldébaran, l'étoile Aldébaran est nommé le plus heureux, le bienheureux. Celui qui a cette étoile à un point précis de son horoscope sera le plus heureux, le bienheureux. Et nous sommes loin de ce côté négatif. Donc, pour se repérer dans les différentes versions sur les étoiles, etc., il nous faut reposer sur une base et voir quelle influence est venue à quel moment de l'histoire, du développement de l'astrologie. Et pour cette raison, ici, dans la formation, nous allons d'abord puiser dans la tradition. Et la tradition, c'est Hermès. En fait, voilà, nous allons étudier Liber Hermétis, qui est un tractat, une œuvre attribuée à Hermès, mais aussi d'autres livres qui sont pas traduits pour l'instant, que j'ai toujours l'espoir de vous présenter une de ces traductions jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de décembre. J'espère que ce livre va sortir sur les étoiles fixes en français. Donc, dans ce livre, nous avons une véritable doctrine sur les étoiles fixes. Nous avons les règles pour les utiliser. Nous apprenons comment hiérarchiser les influences pour ne pas nous perdre, en fait, puisque le contenu est énorme, immense du ciel. Donc, nous ne pouvons pas tout traiter Mm. de la même, au même degré Mm. d'importance. Donc, Mm. ça nous permet de trier, de voir dans quel cas une étoile s'active véritablement, dans quel cas elle va rester un peu muette, ou alors elle va se réveiller uniquement lors d'influences passagères, et dans quel cas cette étoile-là va vraiment déterminer la destinée de la personne. Hmm. Alors, tu nous as expliqué, pour introduire cette deuxième année autour des constellations et des étoiles fixes, que en fait, c'était fondamental d'avoir une bonne maîtrise de tout cela pour vraiment faire de l'astrologie. Parce que la technique, enfin les bases telles qu'on les a abordées, c'est une chose, mais pour pouvoir vraiment intégrer l'astrologie sacrée, il faut absolument comprendre en fait comment ça fonctionne, les constellations, les étoiles fixes, enfin, c'est quand même, ça fait partie des bases quelque part. Mhm. Oui, tout à fait. Bon, il est vrai que la première année de la formation, elle est consacrée à ces règles et je dirais qu'elle est consacrée quelque part à la grammaire astrologique. Mm, Ici, nous sommes plus dans l'enrichissement de notre vocabulaire. mm, C'est-à-dire qu'une fois que nous sommes capables de bien articuler l'horoscope de naissance, de bien comprendre qui fait quoi, quelle planète fait quoi, qui influence qui, quels sont les liens internes dans une carte, après, nous allons nourrir cette structure-là de sens, d'images. Et c'est là que l'intuition aussi peut véritablement commencer à œuvrer. Parce qu'au départ,
Dans cette structure interne de l'horoscope, nous avons beaucoup de règles qui sont assez strictes, qui ont leur raison d'être et qui n'ont rien à voir avec l'intuition, si tu veux. Un carré, c'est un carré, et dans ce carré, entre deux planètes, il y a une qui influence l'autre et non pas l'autre, la première, et qu'il y a un sens dans cette influence-là. Et ça, ce sont juste des règles. Par contre, dans un deuxième temps, maintenant, nous pouvons nourrir cette interprétation de sens, de ces images archétypales. Et nous pouvons nous laisser imprégner par ces images et nous laisser porter et acquérir plus de vocabulaire. Voilà, pouvoir nourrir cette structure interne de l'horoscope avec des images, avec du sens, avec des énergies, dire les détails en fait, dessiner les couleurs Mm, de l'horoscope. mm, Voilà. Il y a un mm, côté beaucoup plus poétique mm. et c'est pour cela que cette formation, malgré tout, celle sur les constellations, elle est ouverte à tout le monde puisque si vous avez quelques notions en astrologie, vous pouvez la suivre. C'est pas, elle va vous enrichir même si vous avez juste des notions en astrologie. Oui, parce Voilà. que finalement, alors du coup, parce que c'était ma prochaine question, à qui s'adresse cette formation, mais c'est vrai que la connaissance du zodiaque, ça nous permet de nous connaître nous-mêmes. Rien Mhm. qu'à à lui tout seul, c'est déjà d'une richesse et on peut vraiment faire un super travail parce que bon, tel que je l'avais déjà abordé dans notre première vidéo sur la formation premier niveau, cette formation vraiment. Il n'y a pas besoin de vouloir devenir astrologue pour la faire, parce que c'est un vrai travail de développement spirituel, hein, personnel, spirituel, de connaissance de soi, de l'environnement, enfin de, oui, l'environnement cosmique, hein, parce que l'environnement, c'est pas juste autour de nous, hein, c'est le cosmos Absolument. dans son Il y entier. a, Absolument, l'astrologie, en fait, une de ses fonctions, des fonctions principales de l'astrologie, c'est de nous connaître nous-mêmes, au-delà du fait de faire des prévisions, etc., des élections, des prévisions, etc., c'est de nous connaître. Mm, Et moi, j'ai remarqué que quand on se met en lien avec ces archétypes-là, quand on les étudie, une véritable magie opère. Déjà, à partir du moment où nous basculons du tropical dans le sidéral, nous sommes profondément bousculés, transformés. Des fois, ce changement peut être assez douloureux, assez compliqué, assez dramatique. C'était le cas pour moi. J'ai, voilà, j'ai travaillé en tropical avant de commencer cette astrologie-là. Il y a quelque chose d'initiatique. En effet, nous accédons à des strates, à des couches de notre être qui sont nouvelles, où où nous sommes peut-être prêts à ce moment-là à entrer en lien avec ces parts de nous-mêmes qui étaient pas accessibles jusqu'à présent. Donc, quand l'envie de l'étudier arrive, c'est que nous sommes prêts. Quand l'information nous tombe dessus sur sur cette astrologie-là, généralement, c'est que nous sommes prêts à à l'accueillir. Et c'est un véritable outil de transformation personnelle qui reste très libre. Tu le sais très bien, moi je ne suis absolument pas en guerre avec l'astrologie tropicale. Je dis plutôt que l'astrologie est une et qu'elle est un peu comme un oignon, si tu veux, avec son cœur juteux qui est l'astrologie sidérale et, mm, la peau qui vient se coller par-dessus qui est peut-être l'horoscope tropical, comme une veste qu'on mettrait par-dessus notre noyau spirituel qui est plus en lien avec le sidéral. Pourquoi? ouais, Parce qu'il est en lien avec une sphère céleste supérieure, avec oui, vous savez, il y a une hiérarchie spirituelle dans l'univers. Et avec le tropical, nous sommes plus proches de la Terre, nous sommes dans les éléments, nous sommes dans les saisons, dans les éléments, qui est une sphère plus proche de la Terre.
plus immédiatement accessible, plus en lien avec notre euh, Personnalité, avec la personnalité. voilà, Hmm. psychologie, etc. Ici, quand nous accédons aux étoiles, nous connectons à des archétypes vraiment plus fondamentaux, en fait. Nous avons une approche plus spirituelle, je dirais, Ah, plus en lien avec notre destin, quelque part. le Voilà. nom D'où le nom de ma chaîne, Astrologie sidérale intégrative, parce que en fait, si le sidéral intègre le tropical, ce n'est pas le cas du tropical parce que justement, il est plus délimité et qu'il n'intègre pas forcément effectivement le sidéral. Ce qui est bien dommage d'ailleurs, hein, parce que l'idée c'est de permettre aux choses de coopérer entre elles et non pas de les dissocier, voire de les opposer. Donc voilà. Il y a des astrologues du tropical qui utilisent les étoiles fixes, qui vont les superposer à leur analyse, mais ils vont donner la priorité au tropical, ils vont rajouter le sidéral. Moi, je fais l'inverse. Je commence par le sidéral, je me connecte d'abord, hein, aux étoiles puisque je les considère, voilà, plus élevées dans cette hiérarchie spirituelle. Et puis, je peux mettre le manteau après par-dessus pour voir le thème tropical. Hmm. Alors, ce que j'avais aussi envie de dire ou de redire, parce que je l'ai déjà dit notamment dans la première vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de vouloir devenir astrologue pour faire cette formation. Cette formation, elle permet de vous apporter, même si vous êtes thérapeute, psychanalyste, dans la relation d'aide, enfin, c'est vraiment un outil très complémentaire que vous pouvez utiliser en plus déjà de tous vos autres outils. C'est une formation qui est idéale pour faire un travail de connaissance de soi et qui peut avoir des vertus thérapeutiques, hein. En tous les cas, oui, elle est initiatique, c'est-à-dire qu'elle génère une transformation. Voilà. Alors, j'ai une question, parce que Oui, finalement, face à ces deux formations, on peut se retrouver, puisque celle-ci est accessible au plus grand nombre, et puis la première aussi, bah, laquelle choisir en fait? c'est bien de commencer par le début. Moi, je dirais que si vous avez envie de faire les choses bien et dans l'ordre, il vaut mieux commencer par le début, c'est-à-dire par l'initiation à l'astrologie ancestrale. Là, vous allez acquérir les notions de base de l'astrologie antique, en fait, des ancêtres, quelque chose qui est très, très différent de l'astrologie moderne. Moderne reste plus incomplet, si tu veux. Là, nous élargissons nos instruments, les concepts que nous utilisons avec l'astrologie antique et des ancêtres. Mm. Donc, si vous voulez faire les choses dans l'ordre et vous lancer dans un apprentissage approfondi, vraiment, véritablement astrologique, il vaut mieux commencer par le début. Mm. Après, si vous êtes tout simplement curieux du ciel sidéral, si vous avez déjà une bonne pratique euh, en tant qu'astrologue tropical, ça pourrait aussi vous ouvrir à quelque chose, ça pourrait vous donner l'envie d'apprendre aussi les bases de l'astrologie antique. Il y a pas ce n'est pas nécessaire d'avoir toutes les connaissances préalables pour étudier les constellations. Ça peut aller sans, mais il est de préférence, si vous voulez être approfondi dans votre quête astrologique, il est préférable de commencer par le début. Mm. Voilà. Ok, super. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, je vous invite à contacter directement Jana. Je remettrai son adresse mail dans le descriptif sous la vidéo, qui ne donne absolument aucune obligation d'inscription, mais au moins déjà pour savoir si Absolument. cette formation vous est adaptée.
Oui, on peut aussi se parler. De nos jours, nous avons tout ce qu'il faut pour nous communiquer de toutes les manières possibles sur Internet, par téléphone, WhatsApp, mail, comme vous voulez. Je suis joignable, je réponds, on peut se parler, vous pouvez poser vos questions. Vous êtes les bienvenus. Voilà, je serai ravie de toute façon de faire votre connaissance. Oui. Écrivez-moi, contactez-moi, voilà. Oui, oui. J'ai aussi envie de rajouter une chose parce que tu parles de l'utilisation d'Astramen, mais tu utilises aussi Stellarium hein, qui permet d'observer le ciel ou de confirmer que l'étoile qu'on voit, c'est bien celle qu'on croit et que donc c'est forcément basé sur l'observation réelle du ciel. Euh, Oui, nous allons travailler oui, avec astraben.com, avec Stellarium, qui sont deux logiciels gratuits en ligne. Stellarium permet de voir le ciel, même si dans Stellarium, nous n'avons pas les degrés du zodiaque. Nous n'avons pas des notions astrologiques, mis à part les constellations. Voilà, il n'y a pas, vous pouvez pas connaître les degrés. Ici, vous avez toutes sortes de données astrologiques disponibles. Stellarium reste un logiciel qui est pratique pour l'observation du ciel, puisque vous pouvez le télécharger sur l'ordinateur, mais aussi en tant qu'application dans votre téléphone portable, et vous pouvez observer le ciel grâce à cette petite appli. Après, nous allons utiliser deux autres logiciels. Nous allons utiliser Placidus, 7 de Roumen Kolev, qui est cette fois-ci une retranscription de ce que vous voyez ici dans une carte. En fait, nous allons pouvoir voir ce que ça donne, ces images-là, qu'est-ce que ça donne sur une carte astrologique, une synthèse, si vous voulez, du ciel. Placidus 7 n'est pas gratuit, mais je vous fais profiter des options intégrées pendant les cours, pour vos horoscopes, etc. Je vous montre également comment être autonome. L'idée n'est pas de rester comme ça dans quelque chose d'enfermé, et d'avoir tel ou tel logiciel. Au contraire, j'essaye de vous rendre autonome, de vous donner des alternatives en logiciel. Et puis, nous allons utiliser un quatrième logiciel qui est le logiciel Sumer, à nouveau de Romain Kolev, qui représente aussi des fonctionnalités qui sont semblables à celui-là, qui est plus spécialisé dans comment vous dire, dans les grands laps de temps, dans vraiment, il est fait pour l'étude du ciel. Sa base de données nous donne la possibilité de travailler avec des époques très reculées. Donc, il est bon pour l'histoire de l'astrologie, les ères astrologiques, l'ère du Bélier, l'ère du Taureau, l'ère des Gémeaux, etc., pour reculer dans le temps. Pour ça, il faut des bases de données, donc il les a. Donc, quatre logiciels, mais dont deux gratuits, mais aussi la possibilité d'être autonome. Voilà. Ça, c'est important. Ok, super. Ben, je crois qu'on a fait le tour, Jana. Oui, je pense aussi. Merci. Ok, eh ben, on va se quitter là. Merci pour votre écoute. Et puis, Jana, ben, on se retrouve bientôt au sein de la formation et certainement dans de prochaines vidéos au gré de nos inspirations. Oui, merci Marie, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Du coup, je vous attends. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir, Jana. Au revoir Marie.